Notre culture, la culture malienne, de façon spécifique, a tendance à romantiser la violence. La vraie question aujourd'hui, c'est comment redéfinir la fierté d'être un homme malien sans passer par la domination. La violence peut ne pas survenir directement comme ça, surtout la violence physique. Elle peut commencer par des gros mots, parce que le monsieur est jaloux, des injures, des dénigrements, et au fur et à mesure que le temps passe, le monsieur se sent à l'aise dans cette situation. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion du mois de février, mois de la Saint-Valentin et donc de l'amour, nous allons parler de l'amour qui respecte et qui élève. Nous allons parler d'un amour sans violence. Je suis Hawa Niaré et bienvenue dans Voix et Impact, le podcast de l'ONG Femmes et Développement. Pour le premier podcast de Voix et Impact, nous avons décidé d'aborder le thème « Aimer sans violence, déconstruire les mythes de l'amour toxique ». Et pour ce premier podcast, nous avons fait un choix fort, car nous allons inviter un homme à partager ses expériences, à nous parler des VBG en tant qu'expert malien, engagé dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Beaucoup d'entre vous vont se demander sans doute pourquoi un homme, parce que pour les questions de VBG, les pensées se veulent la plupart du temps que les femmes parlent de violences basées sur le genre plutôt que des hommes. Mais il faut savoir que dans le combat pour les droits des femmes, ce n'est pas un combat contre les hommes, mais c'est un combat avec les hommes. Donc il est temps pour nous d'élargir la conversation et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Tandida Maouloud. Bonjour Tandida Maouloud. Oui. Bonjour. Et bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, le plaisir est pour moi. Bien. Alors pour commencer, Tandida, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que nos auditeurs comprennent votre parcours, votre engagement et votre expertise sur les sujets des violences basées sur le genre? Okay. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à l'ONG Fédé de m'avoir invité pour ce podcast. Merci également aux différents auditeurs qui vont nous écouter. Je suis Almoudou Tandina, je suis spécialiste violence basée sur le genre et consultant expert en évaluation des risques d'exploitation, abus sexuels et harcèlement sexuel. Almoudou Tandina, comme je l'ai dit, est un spécialiste de VBG qui a évolué depuis presque 15 ans dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre, avec différentes organisations nationales comme internationales et également des projets financés par l'État avec différents bailleurs. J'ai évolué dans ce domaine depuis presque 15 ans, comme je l'ai dit, et pratiquement ce qui m'a un peu motivé à intervenir dans ce domaine, comme vous le savez, en 2012, le Mali a vécu une situation catastrophique à travers la crise. Et l'une des zones les plus impactées, c'est pratiquement le nord du Mali. Et étant jeune du nord du Mali, et en regardant pratiquement toutes ces personnes-là, et particulièrement les filles, être victimes de toutes sortes de violations des droits humains, je me suis dit c'est un engagement et puis c'est une volonté pour moi de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là, et particulièrement les femmes, à pouvoir recouvrir leurs droits et aider également toute la communauté du Nord à pouvoir prévenir et répondre aux violences basées sur le genre. D'accord. Et dans votre parcours, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? Parce qu'on sait que dans notre communauté au Mali, ce n'est pas facile en tant qu'homme de s'engager sur un sujet aussi sensible, surtout quand on est une figure de masculinité, d'autorité. Voilà. Vous savez que, comme vous l'avez si bien dit, dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, en général, de façon générale, toutes les couches sont concernées, mais en général, on s'oriente vers les femmes pour les activités de sensibilisation, prévention et tout ce qui va avec. Et ce qui m'a plus marqué, c'est le fait d'accompagner ces personnes vulnérables-là pendant la crise. Nous avons eu à écouter ces femmes qui ont été victimes surtout de viol.
Et accompagner ces personnes-là, c'était une expérience vraiment formidable. Et ça a été un plaisir pour moi. On a vécu cette expérience-là à la fois de façon tragique et de façon mémorable. Parce qu'à cette époque-là, quand vous écoutez toutes les histoires que ces femmes vous racontent par rapport à la situation qu'elles ont vécue, ça fait vraiment froid au dos. Et c'était vraiment une expérience très très intéressante et enrichissante pour moi. Merci. Et comme vous le savez, dans notre communauté, certaines phrases se transmettent comme des vérités. Il y a des phrases comme s'il est violent, s'il est excessif, ça va passer. Toutes les femmes subissent ça. Toutes les femmes subissent ça et il faut prendre sur soi. Et il y a des phrases aussi comme il t'a frappé, ce n'est rien, s'il est jaloux, c'est qu'il m'aime. Voilà, des phrases comme ça. Mais la question, c'est à partir de quel moment l'amour devient peur et violence? Et à partir de quand, justement, la protection devient contrôle et domination? Ce sont des questions qu'on va aborder aujourd'hui avec Tandida. Alors Tandida, dites-nous, que vous inspire le thème d'aujourd'hui, aimer sans violence? Qu'est-ce que cela vous inspire? En fait, vous savez, ce thème-là est d'autant plus important pour l'ensemble de la communauté. Hein. Mais il faut dire que de nos jours, on parle plus de l'acceptation de la violence de par la femme que l'acceptation de la violence pour l'homme. Et dans nos communautés, les gens ont tendance à dire aux femmes accepter, c'est comme ça que nous avons vécu, c'est par ça qu'on est passé en tant que femme. Alors que c'est une situation très très déplorable dans la mesure où l'amour ne fait pas mal. L'amour n'est pas une blessure, l'amour c'est le respect mutuel, c'est la communication, la construction, le vivre ensemble et également un environnement stable. Donc du coup, dire à ces femmes-là, vous devrez subir parce que vous êtes femme, c'est que par là que nous sommes passés, ça inquiète vraiment. Ça inquiète et c'est une situation à laquelle on doit vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ce genre de situation, qui ne peuvent pas sortir de cet environnement et qui continuent à subir pour plusieurs raisons, par peur de représailles ou autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est une situation qui doit interpeller tout le monde, et les membres de la famille, et la société, et pratiquement nos autorités également, pour que ces genres de pratiques puissent vraiment cesser. D'accord. Donc par là, on comprend que c'est avant tout une relation qui doit inspirer la sécurité. On doit se sentir en sécurité, justement. Exactement. Tu peux pas être marié à quelqu'un, parce que le mariage, c'est pas pour une année, 2 ans, une semaine. Quand on se marie, on espère être là pour toute la vie. On ne peut pas rentrer dans un mariage, contracter un mariage et après se retrouver divorcé ou autre chose. Donc, on veut avoir un environnement sécure, un environnement stable, un environnement apaisant, un environnement où il fait bon à vivre. Si même vous essayez de voir, quand vous rentrez dans un foyer où ça ne va pas, où la femme elle est tout le temps maltraitée, où l'une des parties est tout le temps maltraitée, dès que vous arrivez, vous faites 1 heure, ou même pas 1 heure de temps, quelque temps, vous saurez déjà que dans le couple ça ne va pas. Et il faut dire que c'est des genres de situations que les femmes sont en train de vivre jusqu'à présent. Et il est important pour tout un chacun, que ce soit les membres de la famille, les membres de la communauté, la société, puissent veiller à ce que dans chaque mariage, qu'ils puissent avoir vraiment un environnement stable. Et c'est là que moi je vais dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire le plus souvent, le rôle souvent des témoins dans le mariage. Ils ont un rôle très très important à jouer. On ne peut pas prendre pour témoin n'importe qui. Des personnes qui, après juste la célébration du mariage, disparaissent. Dès qu'il y a dispute, dès qu'il y a mésentente, ces personnes ne sont pas là. On les contacte pour résoudre le problème, ils disparaissent. Et il est important de faire un bon choix par rapport à ces personnes-là, pour que ces personnes-là puissent venir en aide. Il est important également
que les deux parties, précisément la femme, puisse savoir à quel moment elle doit dire stop. À quel moment, très important. À quel moment elle doit vraiment chercher de l'aide. Et d'où un outil qui est plus généralement utilisé dans les activités de sensibilisation, qu'on appelle le violentomètre. Ça, c'est un outil qui est utilisé pour les communautés, qui définit un certain nombre de niveaux où la violence ne doit même pas commencer, à plus forte raison dépasser. Donc à partir de quel moment la femme, elle doit chercher de l'aide ou bien faire intervenir quelqu'un d'autre avant que la violence n'atteigne pas une certaine étape. Et c'est important qu'on puisse travailler sur ces genres d'outils pour que les femmes elles-mêmes puissent comprendre la difficulté qu'elles ont au sein des foyers qui sont violents. Et au-delà des femmes, il y a aussi le phénomène générationnel. Exactement. Parce qu'après, ça passe de mère en fille. Tout à fait, tout à fait. Et en petite fille, comme je l'ai dit tantôt, c'est une situation déplorable qu'elle a, une situation qui fait que les mêmes choses que les mamans ont vécues se répercutent souvent sur les filles, ou bien elles-mêmes partagent ces expériences-là à leurs filles, non pas pour que les deux parties puissent tirer des enseignements de ces situations, mais plutôt pour leur dire, bon, nous sommes passés par là, vous également, vous allez passer par là, et quand même le courage de rester dans le foyer parce que c'est comme ça, c'est notre culture qui le dit, c'est notre tradition qui le dit, et pratiquement quand tu sors de ce mariage, où est-ce que tu vas te retrouver? C'est très très important que les mamans d'aujourd'hui puissent savoir que c'est pas parce que nous avons vécu des situations malheureuses, déconfortables, que nos enfants, nos filles également de demain doivent vivre la même chose. D'où l'idée de briser cette glace-là à partir de maintenant pour passer des bons messages aux filles, aux enfants, aux femmes de demain, aux femmes mariées de demain, pour qu'elles-mêmes elles puissent savoir que quand je suis à l'intérieur d'un foyer, quand je suis marié non pas pour être violenté, mais c'est pour un lendemain meilleur, c'est pour avoir un environnement stable, c'est pour partager des moments avec mon mari, c'est pour également se projeter vers le futur. Donc il est important à partir de là que les mamans d'aujourd'hui sachent vraiment comment faire passer le bon message à leurs filles. Et on a remarqué qu'il y a deux choses qui provoquent la plupart du temps les violences conjugales. Il s'agit de la jalousie et de la domination. Alors je vais vous poser deux questions. Est-ce que la jalousie est vraiment une preuve d'amour comme la plupart des femmes le pensent? Et est-ce que l'autorité masculine justifie également le contrôle? Ok, parlons d'abord de la jalousie. Il est important de le dire. Nous, notre culture, la culture malienne, de façon spécifique, a tendance à romantiser la violence. Dire que bon, tant que mon mari n'est pas jaloux et tant que mon mari ne me violente pas, cela signifie en quelque sorte qu'il n'est pas amoureux de moi. C'est de là où vient le problème. Parce que tu pousses peut-être le monsieur, lui, dans sa tête, il veut rester tranquille, il ne veut pas rentrer dans certaines gymnastiques pour ne pas qu'après qu'il puisse avoir des problèmes. Mais toi, en tant que femme, tu te dis que bon, les preuves d'amour, c'est la jalousie, c'est la violence et tout ça. Tu pousses le monsieur à être dans une situation déplorable. Et il faut dire que notre communauté, même, pour le dire, il y a certaines traditions et cultures même qui font de telle sorte que le mari même puisse être violent. Parce que dès à bas âge, on te dit que bon, ta femme, elle t'appartient, tu dois lui faire ce que tu veux, et quand ça ne va pas, tu as le droit de la battre. Alors que en aucun moment, en aucune manière, il n'est dit que la seule alternative, c'est battre sa femme. Toute personne, toute femme et tout homme également aspire à un environnement stable,
à un environnement de quiétude. Personne ne veut être dans un environnement vraiment violent. D'où l'aspect de vraiment contrôler ses émotions et ne pas tomber dans cette situation de jalousie qui va te pousser à être violent envers ta partenaire. Mais parce que la violence, elle peut commencer, mais là où elle va prendre fin, personne ne sait. C'est vrai. Personne ne sait. Et c'est ça qui est dangereux. Très très dangereux d'ailleurs, très très dangereux parce qu'on remarque que dans plusieurs des couples, c'est pas la violence peut ne pas survenir directement comme ça, surtout la violence physique. Elle peut commencer par des gros mots parce que le monsieur est jaloux. Elle commence par des gros mots, des injures, des dénigrements, et au fur et à mesure que le temps passe, le monsieur se sent à l'aise dans cette situation d'injures, de dénigrement, passe à une autre étape. Et après, la violence physique, et si personne n'intervient, si la femme n'a pas cette capacité de faire arrêter cette situation ou bien de faire intervenir quelqu'un, après c'est une situation qui va venir que personne ne souhaiterait. Voilà, nous, cette histoire, il est très très important que chacune des deux parties, aussi bien l'homme que la femme, puisse vraiment avoir ce contrôle-là sur soi-même afin de pouvoir gérer ses émotions pour ne pas après avoir des règles. D'accord. Oui. Et par rapport à la deuxième question, si l'autorité masculine justifie le contrôle? Vous savez, on peut avoir une autorité sans pouvoir abuser de cette autorité, sans pouvoir vraiment jouir complètement de cette autorité-là pour faire mal à quelqu'un. Vous savez, exactement, entre partenaires, on est complémentaires. On est complémentaires, on s'entraide, on s'oriente, on se guide, on se donne des bons conseils afin qu'on puisse avoir vraiment un lendemain meilleur, un futur radieux pour les deux parties, aussi bien pour nos progénitures. Donc il est important que l'homme sache que la femme, certes il est le chef de famille, la femme peut être sous son autorité, étant donné que le code de personne et de la famille malien dit que le mari est le chef de famille. On peut être chef de famille sans pourtant vouloir tout le temps contrôler ce que sa femme fait. Parce que, vous savez, quand vous rentrez dans cette histoire de contrôle total de tout ce que ta partenaire fait, toi-même, tu ne peux pas vivre pleinement ta vie. Tu ne peux pas vivre pleinement ta vie. Parce que tu peux être tout de suite au bureau, tu te demandes, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans quoi? Si elle travaille, si elle n'est pas à la maison, elle travaille, tu poses énormément de questions. Déjà, ça crée un sentiment de méfiance. Et également un sentiment de, comme on le dit, de dégoût en quelque sorte. Et ça brise en quelque sorte cette confiance qui existe entre vous. Et il est important de savoir ce que je vais contrôler. D'ailleurs, tu ne dois même pas aller jusqu'à contrôler ta partenaire parce que c'est quelqu'un que toi tu as marié parce que tu l'aimes et tu penses que vous pouvez fonder un foyer. Le mariage est basé sur la confiance. Aller jusqu'à vouloir contrôler tout ce que ta femme fait et demander également à ce que ta femme te raconte pratiquement tout ce qu'elle fait, ça, il y a lieu de se questionner. Il y a lieu de se questionner. Si l'amour est naturel, on n'a pas besoin de vouloir contrôler tout ce que la femme fait. Et surtout si la confiance est là. Exactement. Exactement. Si de son propre gré, elle va te raconter toute sa journée, tout ce qu'elle a eu à faire. Et même te dire que bon, pour le lendemain, voici ce qui est prévu, ce qu'on peut faire, ce que moi je vais faire, ainsi de suite. Vous voyez, quand il y a ce foyer apaisant, ce foyer tranquille, ce foyer où pratiquement les deux parties se sentent à l'aise, les choses viennent naturellement.
même si le monsieur tu quittes le travail, tu as mal à la tête, tu as une pression au niveau au boulot, tu as d'autres problèmes sociaux. Dès que tu arrives à la maison, la femme, elle va te parler de sa journée. Elle va te raconter ce qu'elle a fait. Elle va te raconter ce que les enfants ont fait. Elle va nous demander à ce que les enfants s'associent à elle pour te parler de leur journée et tout ça. Donc tu n'as même pas besoin de contrôler ta femme quand la confiance est là, quand le foyer est apaisant, quand l'amour y est. Donc contrôler ta femme ne sert pas à quelque chose, c'est plutôt, ça a des conséquences très négatives au sein du foyer, très négatives. Et il va falloir à ce que chacun de nous puisse vraiment pouvoir faire de telle sorte que ce contrôle-là ne puisse même pas exister. Parce que dès que tu commences à contrôler ta femme, elle va se poser énormément de questions. Mais pourquoi tout ce contrôle-là? C'est vrai, l'amour peut exister du côté du monsieur, mais pourquoi il continue toujours de me contrôler? Et pour te dire que le contrôle ne rassure même pas, parce que quoi qu'il en soit, si quelqu'un veut te faire du mal, la personne aura toujours la solution c'est clair. pour le faire. Donc contrôler quelqu'un, ça ne sert absolument à rien. Laisser la personne vivre avec toi dans une ambiance formidable et vous continuez à vivre la vie comme il le faut. D'accord. Ces comportements sont d'origine sociale et culturelle aussi. Parce qu'il y a certains mythes qui engendrent ces comportements, justement. Et quels sont ces mythes? Vous voyez, dans nos sociétés, il faut le dire, on a tellement de pratiques, on a tellement de normes culturelles qui font que les violences conjugales persistent. Oui, mais pourquoi malgré les avancées en matière de droits de femmes? Vous savez, le changement de comportement, ce n'est pas du jour au lendemain. Des situations, des pratiques qui sont là depuis plusieurs années, depuis des centaines d'années, depuis 200 ans, 300 ans. En un laps de temps, venir essayer de balayer tout ça, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. D'où l'interpellation des ONG à continuer cette lutte de prévention et également de réponse. Certes, il y a eu des avancées formidables qui sont vraiment à saluer, mais il est important que les actes de prévention puissent continuer à sens. Parce qu'on voit qu'au niveau surtout dans les zones rurales, ces pratiques continuent toujours. Ces mythes continuent toujours. Ces conseils de la part des aînés continuent toujours. Dire que, voilà, la femme, elle est à toi. La femme, elle se chosifie par nous-mêmes. La femme, c'est un objet. Il y a certains aînés qui se permettent à dire que la femme, comme elle est, elle n'est pas du tout notre partenaire. Elle nous appartient. Elle nous appartient. Donc, c'est des situations, c'est des pratiques, c'est des messages, c'est des valeurs qui sont là depuis 200 ans, malgré l'intervention de ces organisations, de ces ONG, de ces avancées-là, malgré l'adoption de certains textes, de certaines politiques, malgré l'intervention des projets, des ONG et tout ça, il faut reconnaître que ça persiste. Il y a eu des avancées mémorables, mais ça persiste. D'où l'idée de continuer tout jusqu'à présent à renforcer ces activités de prévention et de protection. Et dans les discussions de grains ou les discussions entre hommes, souvent, on voit qu'un homme qui aide aux tâches ménagères ou qui est fortement impliqué dans la vie de foyer est moqué. C'est ça, exactement. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment redéfinir la fierté d'être un homme malien sans passer par la domination? Ok. Vous savez, comme je l'ai dit, moi je suis du Nord. Pour nous, surtout, je parle précisément de la ville de Tombouctou, c'est une fierté pour nous d'aller au marché. Nous avons grandi en regardant nos papas
quitter le marché, acheter les condiments, acheter pratiquement tout ce qui est viande, condiments et tout ça là, et venir à la maison avec. Et pratiquement parlant de mon expérience personnelle, moi j'ai grandi dans un environnement où pratiquement il n'y avait pas de jeunes filles. Et c'est nous qui étions exactement, il n'y avait pas de jeunes filles et c'est nous qui étions à la tâche pour pratiquement concernant toutes les tâches ménagères attribuées aux femmes normalement. Exactement, qui dans nos sociétés c'était des activités, des tâches qui sont attribuées aux femmes et nous sommes à la tâche. Quand mes amis viennent, surtout la nuit où on devrait aller au grain pour aller causer, il arrive que souvent le grain c'est chez moi. Mes amis arrivent à 21h, 22h, moi je vais dresser le lit pour ma propre maman. Oui. Ma propre maman. Mon grand frère aujourd'hui, il sait très bien cuisiner. Il sait très bien cuisiner. Il est professeur. Il est professeur de l'enseignement supérieur, mais il sait très bien cuisiner. Nous, balayer, aller au marché, faire toutes ces activités qui, de façon sociale, étaient destinées aux hommes, aux femmes plutôt. Pour nous, ce n'est pas du tout un problème. Et pour la petite histoire, moi, je me rappelle tout récemment, je suis en train de suivre une formation là. J'étais quelque part dans la ville de Bamako, je faisais des achats et il y a une de mes camarades de cours qui est passée puis me voit en train de faire des achats. Elle me dit et puis elle a pris ma photo, elle a envoyé ça sur le groupe de voilà. Moi c'est des situations. C'est des situations à travers lesquelles nous on se vante. Nous on se vante, on se dit qu'il n'y a pas de tâches spécifiquement dédiées aux hommes et ni de tâches spécifiquement dédiées à la femme. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'aider ma femme pour garder le bébé quand elle s'occupe à faire autre chose. C'est une fierté pour moi. Après tout, c'est mon enfant. C'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est sûr. C'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une fierté pour moi d'aider ma femme dans les différentes tâches ménagères. J'ai mes petits frères qui sont là-bas qui peuvent m'aider, mais moi-même, je me mets à la tâche. Je me mets à la tâche, je nettoie. Et souvent, même, il arrive que les habits, si la bonne n'est pas disponible, souvent, il arrive qu'elles ne sont pas là. Parce que souvent, il y a certaines raisons pour lesquelles les bonnes ne sont pas disponibles. Il arrive que moi-même, je me mets à la tâche. Mais c'est très bien. Exactement. Ce n'est nullement pas un sentiment d'infériorité ou une situation dans laquelle on se sent vraiment inférieur ou une situation qui dénigre. Moi, je me dis, dans un foyer, on doit s'entraider. C'est toi qui as décidé de fonder le foyer avec quelqu'un d'autre. Vous avez pris cette initiative ensemble. Et c'est ensemble que vous pouvez vivre de façon harmonieuse. C'est ensemble que vous pouvez vous entraider afin que vous, vos progénitures, puissent avoir un environnement vraiment calme, apaisant et stable. Et c'est ensemble que vous pouvez faire cette bataille-là. Et ça, c'est une phrase forte. Ensemble. Exactement. C'est ensemble. Vous ne pouvez pas faire chose. Tu ne peux pas décider de fonder un foyer avec quelqu'un d'autre et ne pas avoir cette envie-là d'avoir un environnement stable, apaisant. Et de s'impliquer. Exactement. Où il fait bon à vivre et de t'impliquer également dans les activités quotidiennes. Moi, tu peux aller travailler, tu peux aller faire quoi, tout ce que tu veux. Tu reviens, tu trouves la femme, si elle est en train de travailler, elle est en train de faire quelque chose, le temps que tu peux l'aider, aide-la. Parce que moi, je me dis, le sens du mariage même, en quelque sorte, il doit être redéfini pour que nous puissions comprendre à quoi, ce que ça veut dire en fait. Ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Il faut que les gens sachent. Peut-être nous, on peut être un peu jeune pour parler de ça, mais on a vraiment des aînés qui aujourd'hui peuvent avoir les bons mots, le vrai langage pour aider la communauté à comprendre ce que c'est que le mariage. Il arrive que certaines personnes vivent dans des environnements très violents et qui, après, se retrouvent dans des situations très déconfortables. Très déconfortables. D'où l'idée de faire de telle sorte que ta partenaire et toi, vous pouvez vivre de façon très harmonieuse et vous pouvez vous comprendre par rapport à plusieurs situations.
et également aider à ce que ce foyer-là puisse aller de l'avant. D'accord. Et c'est là qu'on parle aussi de masculinité positive dans le contexte malien. Exactement. Et il faut vraiment expliquer le terme parce que quand on parle de masculinité positive, le terme est souvent mal compris. Oh, oui, Oui. Tout à fait. Il faut, par rapport à la masculinité positive, les gens parlent généralement d'approche. Les gens parlent généralement d'approche. La masculinité positive, c'est une situation que plusieurs hommes aujourd'hui, même si ils ne veulent pas le dire haut et fort, plusieurs personnes que moi-même je connais vivent cette approche-là de par leur quotidien, vivent leur approche. Comme je l'ai dit, nous pratiquement dans la région dans la ville de Tombouctou, la région de Tombouctou, la masculinité positive, c'est une situation qui te permet d'œuvrer pour la promotion des droits des femmes et également aider toutes les femmes à accès à ces droits-là. Accès à ces droits-là. Nous, pratiquement, comme je l'ai dit, dans notre société, aider ta femme, c'est comme si tu aides ton propre... C'est ta femme, là, à la fin. C'est ta femme, c'est ta partenaire. Donc, avoir ce comportement-là, adopter ce genre de comportement, ça doit être naturel, en fait. Ça doit être naturel. La masculinité positive, c'est pas autre chose. C'est juste que tu dois avoir, en tant qu'homme, avoir ce comportement-là qui te permet vraiment de valoriser tout ce qui tourne autour de la femme. Parce que dans nos sociétés, il y a vraiment des tâches, des pratiques, des trucs qu'on associe à la femme. Oui. Il faut être dans cette enveloppe-là, toi, en tant qu'homme, pour accompagner la femme dans tout ce qui est ses tâches quotidiennes, accompagner la femme dans tout ce qui est la promotion de ses droits, et également accompagner la femme à avoir accès à tous les services. Oui, et justement, malgré les efforts des ONG, on sent que le changement ne peut pas venir uniquement des femmes. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut plutôt faire une approche axée sur la jeunesse masculine surtout, afin d'impliquer aussi les hommes. Si les anciennes générations n'ont pas suffisamment d'ouverture d'esprit pour intégrer ce concept-là, on peut faire une approche axée sur la jeunesse masculine. Oui. Exactement. On dit que les enfants d'aujourd'hui seront les vieux de demain. C'est clair, Et si on veut impacter vraiment une société, une communauté, il faut agir sur les jeunes, sur les enfants. Parce que c'est eux qui auront vraiment la pleine latitude, le fardeau de gérer nos sociétés, nos communautés demain. Donc c'est sur eux qu'on peut agir. D'où l'idée de vraiment orienter ces ONG-là à intervenir dans les différents espaces qu'occupent les jeunes, à travers les grains, à travers certains forats dans lesquels eux-mêmes ils mettent en place, et également à travers, même si il s'agit d'aller vers eux au niveau des terrains de football, parce que c'est des espaces que eux-mêmes ils occupent quotidiennement pour faire passer les bons messages. Il est très très important qu'on fasse un bon ciblage de ces jeunes-là et de faire passer le bon message pour qu'enfin ils puissent adopter ce comportement pour que demain soit meilleur pour eux, pour les femmes et pour tout le monde. Oui, dans les communautés rurales et urbaines aussi. Exactement. Vous savez que par rapport aux communautés rurales, il est important d'agir également. Parce que les zones urbaines ne sont pas les seules concernées. Le Mali, ici, on essaie de voir au Mali aujourd'hui, les zones rurales sont les zones les plus difficiles en termes d'attachement aux pratiques, aux pratiques culturelles. Donc, si on veut vraiment agir, il faut agir de la base vers le sommet. Et je pense que la base aujourd'hui, c'est les zones rurales. Les zones rurales, parce que c'est les zones qui sont vraiment réfractrices par rapport à certaines pratiques, qui sont attachées à certaines pratiques, à certaines valeurs. Et il faut aller là-bas, il faut accompagner ces jeunes-là dans les zones rurales
afin de pouvoir changer certaines mentalités, afin de pouvoir adopter certains comportements qui font bon à vivre. Oui. Et ce que nous devons comprendre, c'est que parler d'amour sans violence, ce n'est pas attaquer les hommes, c'est protéger les femmes, c'est protéger les filles et c'est protéger les hommes aussi eux-mêmes. Et au Mali, il y a souvent une tendance chez les hommes qui consiste à dire qu'il y a beaucoup de femmes. Donc, si ce n'est pas l'une, ce sera forcément l'autre. Et la pensée populaire n'a pas, je pense, conscience du fait que selon les dernières statistiques, au Mali, il y a 49% de femmes contre 51% d'hommes. Et cette tendance qui consiste à manipuler psychologiquement les femmes en se disant qu'il y a toujours une autre option peut très vite changer, notamment à cause des féminicides, parce qu'on a remarqué il y a certaines années où les féminicides ont beaucoup évolué au Mali, et à long terme, cette tendance peut complètement disparaître, parce qu'aujourd'hui, au Mali, selon les statistiques, je précise, il y a plus d'hommes que de femmes, et ça pourrait s'aggraver. Et voilà. Conclusion, candidat. En une phrase, quel serait votre message pour construire une génération qui aime autrement? Ok, la phrase que je vais donner par rapport à ça, c'est la jeunesse doit avoir une conscience mature. Une conscience mature dans la mesure où, pour avoir un lendemain meilleur, il faut vraiment être dans ces dispositions-là afin de vouloir aimer du bon pour ta partenaire ou ton partenaire. Être dans ces dispositions-là pour vraiment aimer de façon inconditionnelle. Être vraiment dans ces dispositions-là pour pouvoir à tout prix avoir un lendemain meilleur dans un foyer apaisant, un environnement stable. Et cela se passe par l'engagement de ces jeunes-là à partir de maintenant. Et également avoir cette conscience de vouloir accompagner les femmes dans toutes les dispositions, y compris la promotion de leurs droits. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Tandida, pour cette réponse et merci pour votre temps. Merci pour votre participation à ce podcast. Okay. Merci à beaucoup. vous. Merci à l'ONG Femmes et Développement. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Merci bien. Okay. Merci. C'était Awa Niaré et Tandida Maouloud, expert dans les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous avons appris une chose essentielle. Nous avons appris que le combat pour les droits des femmes n'est pas un combat d'opposition, mais un combat d'évolution. Les femmes sont certes les premières actrices du changement, mais les hommes peuvent être des alliés puissants. Et il est important d'intégrer ça. Parce que aimer sans violence, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas une utopie. C'est une responsabilité partagée. Et à vous qui nous écoutez, que vous soyez des parents, des éducateurs ou des leaders religieux, hommes ou femmes, sachez que le changement commence dans nos foyers, dans nos mots et dans nos silences. Et si cette Saint-Valentin devenait le point de départ d'une nouvelle manière d'aimer? C'était Awa Niaré et vous étiez à l'écoute de Voix et Impact, le podcast de l'ONG Femmes et Développement. Merci de nous avoir suivis et continuons à faire de nos voix un impact.